Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence tant attendue. Et action, filmer le monde, changer notre destin. Rien que ça. Donc on est ici à Deauville, au festival des Deauville Gun Awards et aussi en live sur Facebook. Donc bonjour, merci et bienvenue à tous les internautes qui sont avec nous en ce moment. Je me présente, je suis Agnès Tiberghien, je suis productrice et responsable de la communication des Deauville Gun Awards et j'ai l'immense fierté du coup de vous accueillir aujourd'hui pour un voyage dans la création engagée pour le climat. Alors par création, qu'est-ce qu'on entend ? On entend l'art du cinéma, l'art de faire des vidéos, l'art globalement de faire des images. Alors cette séquence, elle va se faire en 2 étapes. D'abord, ça va être une conférence vraiment aux allures de discussion entre amis. Ça va être présenté justement par José et Raphaël, qui sont chacun fondateurs et présidente du média Umeco. Et donc je vous laisse l'honneur vraiment de présenter les intervenants. Et puis dans un second temps, ça sera un moment qui lui aussi, on l'attend depuis longtemps, et qui viendra parfaitement en fait donner du corps à cette conférence qui fait le lien entre les activistes et la création engagée. Et c'est les Young Creative Awards. Les Young Creative Awards, c'est la compétition des réalisatrices et réalisateurs de moins de 30 ans qui est organisée par le festival depuis maintenant 3 ans. Et donc, on a la grande fierté de venir présenter les 3 films finalistes et le gagnant en conclusion de ce live. Une petite mention avant de commencer à nos partenaires médias et réseaux qui, grâce à eux, en fait, on codiffuse ce live très largement. Donc, merci à eux. On peut les voir s'afficher sur la slide qui est ici. Un grand merci à eux. Et aussi, un mot pour l'Union européenne qui, en fait, on porte leur voix aussi à travers cette conférence, puisqu'on va passer leur campagne, le hashtag Climate Connect. Le hashtag Climate Connect, c'est une campagne qui vise à faire connaître au maximum le fait que le dérèglement climatique a un impact sur les crises humanitaires qui sont actuelles, qui se passent aujourd'hui, qui se passent dans des pays plus vulnérables que là où on est aujourd'hui en France à Deauville. Et il est absolument nécessaire de faire connaître l'aide qu'on doit d'ores et déjà apporter pour soigner le monde. On parle plus de demain, on parle d'aujourd'hui. Et je pense que avec cette petite chaleur à Deauville qui n'est pas désagréable, on sent aussi qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc la campagne Climate Connect invite chacun d'entre nous à témoigner aussi sur son ressenti sur les effets du dérèglement climatique dans notre quotidien. Donc on va présenter on va diffuser en fait Climate Connect et donc du coup je propose qu'on passe le film et puis juste dans la foulée je vous laisse le micro José et Raphaël et puis feu pour découvrir un maximum comment les créateurs aujourd'hui mettent le climat au cœur aussi de leur création. Merci Agnès. Merci à tous les deux. Esta es la razón que tuvimos que irnos. Siempre que hay lluvia, nosotros tenemos que ir a albergues. En años recientes, las inundaciones ocurren más frecuentes. Yo soy Karen y vivo en República Dominicana. Juntos nos preparamos. Quiero que mi comunidad salga adelante y siempre estemos preparados para cualquier situación y emergencia. We have to talk about climate change. ¿Cuál es la situación donde vives? This is Europe. Just like Zimbabwe. Comparte tu experiencia.
Et bonsoir tout le monde. Salut à tout le monde qui nous suit sur Facebook. On est ici avec nos amis créateurs de contenu engagés. On va discuter avec eux pendant 1 heure. Ça va être hyper intéressant. Mais d'abord, on va se présenter, José et moi, qui faisons partie du média Umeco. José, je te laisse la parole car c'est toi qui l'as fondé. Oh, d'accord, direct. Donc du coup, Umeco, c'est une association qui prend forme de médias et on a comme objectif de sensibiliser, d'informer sur les thématiques environnementales, animales et humanitaires. Et voilà, mais on n'est pas seulement justement un média. Ce qu'on veut faire, c'est agir auprès des associations, les aider aussi à vulgariser, parce que ce qu'elles font, c'est énormément de travail. Elles ne savent pas trop comment vulgariser. Donc plus le rendre d'un trait un peu plus chill, plus cool. C'est le même mot, non? C'est des synonymes. Ça passe. C'est important les synonymes. Tout le monde s'en fout. Il fallait que je sorte. Les huissiers vont arriver, tu sais. Donc voilà, c'est de le rendre vraiment pop, un peu à la mode, on va dire, parce que bon, c'est des sujets, quand on parle de ça, c'est un peu... Voilà, ça fait pas plaisir. Voilà. C'est anxieux. Donc voilà, ça c'est un peu là où on essaie de se placer avec Umeco. Et après, si tu veux finir. Non, mais juste qu'on est un média, donc sur les réseaux sociaux, au quotidien, on essaye d'informer, de sensibiliser sur les réseaux sociaux, là où sont les jeunes. Et ça nous fait super plaisir et honneur d'être invité aujourd'hui dans un festival. Donc, merci. Quelque chose dans la vraie vie et qui parle d'art engagé, parce qu'on pense que c'est hyper important de faire passer nos messages aussi par le biais de l'art. Et notre message, c'est celui qu'on est dans une urgence climatique, qu'il faut agir tout de suite, que c'est impératif. Ça devient anxiogène. C'est la vérité. Et voilà qu'il y a des solutions qu'il faut encore agir. Et je pense que tout le monde partage ce constat autour de la scène. Et c'est ce dont on va discuter. Oui, tout à fait. On est tous d'accord. Et je vais commencer par te poser une question à toi, Camille. Toi, tu es vraiment à la fois activiste et artiste. On te voit à la fois, quand on va sur le terrain, bloquer l'Assemblée Générale de Total avec des associations, mais aussi on te voit sur YouTube dans des vidéos qui font appel à l'art, à la danse. Toi, c'est quelque chose que, dès le début, tu t'es dit, je vais passer aussi par le biais de l'art parce que c'est primordial de passer par ce biais-là pour informer. Non, en réalité, bonjour. Pas du tout dès le début. Dès le début, j'ai 24 ans, donc ça fait pas non plus hyper longtemps, mais tout au long de ta carrière. Le début de ma carrière ne s'est pas fondé sur là. Non, en fait, au début, j'avais plus ce truc, même plutôt qui était sur le lobby direct auprès des... J'étais pas une amie des lobbies, mais je travaillais avec les lobbies, dans le sens être ce lobby citoyen, c'est-à-dire d'aller parler plutôt en politique, plutôt dans les institutions, ce genre de choses. Après, je fais plutôt de l'activisme traditionnel sur le terrain, etc. Et j'ai jamais vraiment décorrélé les deux. Et j'ai senti aussi l'importance d'embarquer des gens avec nous et le poids que peut avoir et la légitimité qu'on a aussi quand on a des gens qui pas seulement qui nous suivent, mais quand on fait masse, quoi. Et du coup, la nécessité aussi de faire grossir la base de ceux qui savent et de ceux qui décident qu'il y a une ligne rouge qu'ils ne veulent pas franchir et qui feront tout pour que ce ne soit pas le cas. Donc en fait, même dans cette idée politique au sens large pour faire changer l'inaction climatique, il y avait ce besoin vraiment d'inverser le rapport de force et donc d'être nombre, que notre force soit le nombre. Et donc, en fait, comment faire ça? D'où l'intérêt des réseaux sociaux, d'où l'intérêt de donner accès à l'information. Je suis persuadée que c'est un privilège immense de l'avoir et que donc on doit... moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès à des grandes études, de passer du temps avec des experts, des biologistes incroyables qui m'aident beaucoup. Je ne dois pas le garder pour moi. Et donc, du coup, comment est-ce que je fais pour rendre ça accessible? Donc ça, c'est la partie réseaux sociaux. Et la partie artistique, c'est juste que j'ai rencontré par hasard... dans On est prêt, qui est un tournage de On est prêt, qui est une association dont on faisait partie tous les deux. On s'est rencontrés avec Solal Moisan, qui est devenu mon meilleur pote et qui est réalisateur. Et après, comme vous le savez tous, il y a eu une pandémie mondiale et donc on s'est retrouvés confinés en fait à 4. Vite, c'était pas voilà. On s'est retrouvés, voilà, c'était nickel. Donc on s'est retrouvés confinés à 4 pendant plusieurs longues semaines avec du coup une danseuse, un chef d'orchestre, un réalisateur et moi. Et donc, à un moment donné, quand on s'ennuie, quand on a une caméra et des cerveaux, on a commencé à faire des choses qui faisaient un peu plus appel à l'art. Donc, c'est quelque chose qui est d'abord très spontané. Et pour finir, moi, c'est quelque chose qui, égoïstement, me fait beaucoup de bien. Donc, je ne peux pas le lâcher parce que c'est essentiel. Et aussi parce que ça porte un regard sur le monde qui est, à mon sens, extrêmement radical et sans compromis. Et que par l'art, on peut parfois, ça peut pas valoir comme ça un caprice, un peu loin des gens, mais en réalité, c'est profondément chercher et toucher des choses dans l'intime. Il n'y a plus de pudeur. Et ça, pour moi, c'est ce qui manque et ce qui nous fait gagner beaucoup de temps.
Et en parlant avec des neurologues pour un documentaire qu'on fait, ils nous racontaient que justement, on est en moyenne à peu près, on est face à 3000 marques par jour. C'est énorme, les logos, on les voit même plus. On a les fake news, on a des flots d'informations où quand même, le directeur de Netflix disait mon principal concurrent, c'est le sommeil, c'est pas les jeux. Pas... Donc en fait, on est dans une guerre de l'attention. Et face à ça, qu'est-ce qu'on retient? Ce qui nous touche. Parce que ça passe dans une autre partie du cerveau aussi. Et donc l'art, pour moi, est la meilleure et le langage universel pour aller réveiller des choses qui sont là, quoi. Donc voilà, pourquoi Dans les ça. tripes. Dans les clips Tripes. Dans les tripes. Ouais, peut-être. Je sais Dans les vraiment clips dans les aussi. tripes. T'as dit là, oui. C'est dans les clips Mais- aussi. Ouais, dans les clips, ça marche. C'est du contenu engagé, franchement. Merci beaucoup. Et donc Camille, qui pour te présenter brièvement, t'es activiste Pardon. et artiste. Oui, si tu veux te présenter en une phrase. Je suis activiste pour le climat et j'essaie d'aller. Je me vois plutôt comme une fourmilière qui essaie d'aller un peu partout là où c'est utile, quoi. Donc je fais plein de trucs différents. Camille Etienne, allez la suivre sur les réseaux sociaux. Graines de possible sur Instagram. Axel, vous avez remarqué, on va faire le tour de la classe. Axel, toi, tu es de la chaîne Et tout le monde s'en fout. Tu as créé un univers avec des milliers, voire des millions de personnes qui ont regardé tes vidéos, tu as créé vraiment un personnage, tout un phénomène. Il y a eu les vidéos sur YouTube, un spectacle, un livre. Là, je sais que vous êtes en train d'écrire un long métrage. Est-ce qu'on est dans un festival à propos de la création où il y a des jeunes qui ont proposé leur film pour les Young Creative Awards qui vont être remis plus tard dans la soirée? Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ces jeunes créateurs qui se lancent et qui veulent créer du contenu pour que ça fonctionne, pour embarquer les gens pour regarder leurs vidéos? Alors, le meilleur conseil que j'aurais adoré entendre quand j'étais jeune et que je me suis lancé là-dedans, c'est continuer. En fait, ils sont déjà en train de le faire. Donc, il ne faut surtout pas se poser des questions. Il ne faut surtout pas écouter son imposteur intérieur qui nous crie haut et fort qu'on n'a rien à foutre là, qu'on n'est pas légitime, qu'on n'est personne, tout ça. Donc, en fait, ils sont déjà en train de faire ce qu'il faut faire. Après, des conseils pour que ça marche. Pareil, le seul conseil que je peux donner moi pour que ça marche, c'est d'arrêter d'essayer de faire en sorte que ça marche. Parce que de mon expérience personnelle, moi j'ai passé avant et tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout, ça a été un vrai succès, ça a été un buzz, comme on dit. On a été connus du jour au lendemain. Et en fait, être connu du jour au lendemain, ça prend à peu près 20 ans. Moi, ça fait 20 ans que j'écris des histoires, que je fais des trucs. Je me suis beaucoup planté. J'ai beaucoup échoué et le truc cool que j'ai fait sans m'en rendre compte, c'est de me relever à chaque fois et de me dire mais en fait plusieurs fois je me suis dit bon là j'arrête. Tu avais déjà créé des vidéos, d'autres chaînes YouTube, tu avais déjà tenté des univers comme ça? Alors YouTube non, en fait j'ai découvert YouTube, moi je suis né en 84 donc je suis plus vieux que ce que j'en ai l'air. Donc YouTube c'est pas quelque chose que je connaissais vraiment. Moi j'écrivais des courts-métrages et j'étais dans le circuit cinéma plus classique qui est un enfer quand t'as pas de réseau, il faut essayer d'avoir des subventions. Et en plus, moi, ce truc de subvention, le fait de dire ok, j'écris une histoire, il faut que j'attende qu'on me donne l'autorisation pour la tourner. Moi, je supportais pas. Donc moi, j'écrivais une histoire, je trouvais des potes et je tournais mes films. Et en gros, j'ai découvert YouTube à travers un pote qui jouait dans une pièce de théâtre que j'avais écrite il y a longtemps. Et il m'a dit, vas-y, YouTube, c'est un endroit dans lequel tu peux mettre des créations et peut-être il y a des gens qui la regardent. Je dis, vas-y, ça m'intéresse, moi tout ce que je veux c'est créer. Donc on a créé une mini-série il y a longtemps qui s'appelait Le jour où j'ai inventé. Je vous invite à aller voir. C'est pas du tout sur l'écologie, mais c'est de l'humour absurde. Et ça a été mes premières armes sur YouTube. Et ensuite, à travers ça, j'ai découvert le milieu de YouTube. Et je me suis lancé avec mon pote Fabrice de Bonny dans Et tout le monde s'en fout, un dimanche parce qu'on s'ennuyait. Et Comme Camille. mais c'est quand vraiment ça. on s'ennuie qu'on devient créatif. Ah mais quand je te dis qu'il faut que tu sortes de l'intention que ça marche. Il faut juste faire ce que tu sais faire parce que comme ça, tu es sûr de le faire bien. Et que tu parlais t'as dit trip, mais c'est toi qui en as parlé. Ouais, faut sortir ce qu'il y a à l'intérieur sans... Comment dire ouais, en fait, si tu veux te sentir légitime, le seul moyen sûr d'être inconditionnellement légitime, c'est de parler de soi. À partir du moment où tu parles de toi, personne ne peut te dire que tu n'es pas légitime. Et on a tous et toutes des trucs à dire. On a tous et toutes des... Et moi, je te rejoins sur l'art. Le meilleur moyen pour moi de faire passer un message, c'est l'émotion.
Et l'émotion, ça passe forcément, enfin, à travers l'art, en tout cas, il y a forcément de l'émotion. Et c'est le meilleur moyen de faire passer un message. En tout cas, pour moi, c'est plus efficace que des chiffres ou des choses comme ça. Et c'est pour ça que dans Tout le monde s'en fout, il y a toute une partie fiction, qu'on a créé un personnage, qui a beaucoup d'humour aussi, parce que l'humour, c'est un truc qui est primordial pour moi pour faire passer des infos. Qui répond aux haters tout le temps. Oui. Alors on nous demande souvent est-ce que ce sont des vrais commentaires. En tout cas, on s'inspire de commentaires qu'on imagine. Et des fois, dans les commentaires de la vidéo, on en a qui ressemblent aux commentaires de la vidéo et on a envie de dire mais tu as vu la vidéo? Merci. Il était mignon ce petit moment de silence comme ça. Genre, il a fini ou pas? C'est un point, c'est un virgule, c'est un point virgule. Je crois que c'était sa deuxième personnalité qui allait rebondir. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a deux personnalités. Il va faire des trucs chelous parfois. Vince, comment ça va? Ça va et toi, Rossé? Ça va. Ça va, Raphaël? Tranquille. Toi, avant, tu étais à la radio en Belgique du coup. Ouais, et un petit peu en France, sur Fun Radio. Ok. Donc Fun Radio, libre antenne, je faisais les talks tous les soirs. En Belgique pendant des années, avant l'explosion des réseaux sociaux, avant l'arrivée de la 4G, qui en fait littéralement, c'est avant incroyable. les blogs. Non mais tu sais que c'est incroyable, c'est-à-dire que jusqu'à 2011-2012, comme ça en Belgique, tout le monde écoutait Libre Antenne, y compris en France. Et dès que les abonnements un peu 4G comme ça sont arrivés, qui ont permis d'avoir Internet quand tu veux, avec des forfaits accessibles, ça a complètement révolutionné la manière de consommer. Et c'est comme si tout d'un coup la radio, tout le monde l'avait abandonné, tu vois. Mais moi j'y suis resté encore pendant un petit moment. Et voilà, ouais, je viens de ce monde-là. Énergie, Fun Radio, tout ça. Et du coup, t'es resté combien de temps à la radio? J'ai fait, j'ai démarré en 2007. J'ai fait 15 ans de radio, je crois. 15 ans de radio? Ouais. Et t'as eu un déclic un jour et t'as décidé de tout lâcher? C'est un déclic en 2 temps. Ok. Donc ouais, je vois des images du Média Limite, ça fait plaisir. Merci parce que vous faites partie de ceux qui m'avaient invité avec Agnès, donc merci, je suis très touché. Eh ben, au plaisir. C'est un peu particulier, en fait. Je suis d'origine sénégalaise. Et j'étais amené à aller très, très jeune au Sénégal et j'ai vécu, pas dans les hôtels, on m'envoyait chez les tontons, tu vois, chez les tontons, les tantines, et c'était coupure d'eau, coupure de courant, c'est rien d'asphalté, des trous dans la route, pénurie d'essence, des gens qui laissent leur voiture, ils rentrent chez eux, ils reviennent le lendemain pour voir s'il y a de l'essence. Je vivais ça jeune et je me dis, mais comment ça se fait qu'il y a autant de différences nord-sud? Et c'est très drôle parce que dans les années 90, je suis belge, hein, 90. Voilà. Dans les années 90, quand j'en parlais avec des gens de mon entourage et à l'école et tout, on me disait « Ah, mais c'est parce que après l'indépendance, ils n'ont pas su se débrouiller. » C'est une pensée bien éclatée comme ça. Et c'est toujours quelque chose que j'ai gardé au fond de moi. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis beaucoup intéressé à la justice sociale. Mais pas du tout à travers le biais de l'écologie. Vraiment plus, pourquoi autant d'inégalités nord-sud, etc. Et quand il y a eu... je crois que c'est un peu ébranlé à tout le monde à chaque fois. Et je pense que ici dans la salle, il y a des gens à qui la crise de la Covid-19 a un peu retourné le cerveau. Et à ce moment-là, tout s'est arrêté et je me suis dit, bon, c'est le temps de répondre à des questions qui sont au fond de moi, parce que j'avais l'impression d'être dans la mauvaise direction. Parce que forcément, j'étais ce qu'on appelle influenceur, donc je bossais avec je peux les citer, des Samsung, avec des Suzuki, des M&M's, des Danone, de la grosse merde. Et je me rendais pas compte, je trouvais ça cool en fait. Je me suis dit, ouais, c'est génial, bam, j'avais des téléphones, je les balançais dans la foule, et, c'est trop bien. Et à la crise du Covid, j'ai commencé par la base, un truc dont on me parlait brièvement, c'est le rapport du GIEC. Et puis j'ai vu que c'était super long, je me suis dit, oh flemme. J'ai lu le résumé pour les décideurs. Et ça m'a alpagué, vraiment, ça m'a pris. Je me suis dit, attends. J'ai loupé un truc. Google Traduction. Parce que je tombais sur que les trucs en anglais. Google Traduction, on va prendre le temps. On va prendre le temps de savoir c'est quoi ces histoires de 3000 pages. Et j'ai tout lu. Et je suis tombé sur mon cul. J'ai pas compris. Je me suis dit, mais pourquoi on n'en parle pas? Tu vois, c'est le premier. Et tout le monde s'en fout en fait. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Bien. Mais vraiment, je me suis dit, comment c'est possible qu'il y ait une bombe comme ça et qu'on n'en parle pas? J'ai eu des frissons, je commençais à en parler autour de moi, je vraiment rentre dans un truc, j'en parle à ma chérie, j'en parle à ma mère. Je me dis, mais regarde ce truc, regarde ce qu'on dit, 2050, c'est un truc de fou comme. On va tous mourir, je comprends pas ce qu'il y a écrit. Je n'arrive pas à lire, mais regarde, c'est imminent. Et alors, du coup, forcément, ça m'a amené à. J'étais dans le monde des médias, comme tu le sais, la radio, et en même temps, j'étais parti sur la RTBF, qui est comparable à France Télévisions ici, donc le média public belge, beaucoup plus axé dans la justice sociale, donc j'allais beaucoup plus parler de ça, toujours dans le divertissement. Mais là, je me suis dit, c'est pas possible. Parler de la tromperie de Niska avec Aya Nakamura, des gossips comme ça, je me suis dit, mais pourquoi je parle encore de ça? Je me suis dit, mais c'est mort. Et j'ai décidé de tout arrêter et de creuser, parce que le climat, oui, mais après je me suis intéressé forcément à la biodiversité. Je voyais un oiseau qui passait, je m'en foutais complètement, jusqu'à ce qu'un jour je me rends compte, en ayant creusé tout ça, qu'en Belgique, à Bruxelles, là où j'habitais, dans la cour de récré, je m'amusais avec les potes
de courir derrière les nuées d'oiseaux. Et je me rends compte que là où j'habite, il n'y a plus de nuées d'oiseaux. Et je dis à tout le monde, faites une photo qu'on voit une nuée d'oiseaux à Bruxelles. Ok, défi. Et à chaque fois qu'on m'envoie une photo, c'est toujours en campagne. Je fais non, je veux à Bruxelles. Jamais, il n'y a plus de nuées d'oiseaux. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, waouh, le changement. Donc j'ai commencé à creuser toutes les problématiques. Et le média limite vient de limites planétaires. Et quand j'ai compris que le climat était le sommet émergé de l'iceberg, enfin vraiment ce qu'on voyait, ce dont on parlait le plus, même si on n'en parle pas suffisamment, je me suis dit mais merde, épuisement des ressources, tout ça c'est grave. Donc j'ai décidé de tout changer littéralement. Okay. Et justement, dans ce média, est-ce que tu as eu plus de mal à toucher les gens ? Avant, tu parlais de conneries. C'est un peu en deux temps. C'est-à-dire que forcément, moi j'ai habitué les gens sur ma plateforme, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur les réseaux sociaux en général, je les ai habitués à un certain type de contenu. Et dès qu'il y a eu ce changement, c'était ah ça y est, c'est bon, t'es écolo, machin, avec vraiment le cliché. Et je parlais à des gens forcément qui s'étaient abonnés parce que je faisais des concours à la con, quoi, tu vois. J'offrais des voyages à Venise, j'offrais des billets d'avion, tu te rends compte du bail. Mais le genre de truc, tu trouves ça mais qu'est-ce cool. que tu fous là? Mais vraiment, et qu'est-ce que je fous là encore ici maintenant? Mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau en fait. Ouais, tout le monde peut changer en fait. C'est-à-dire que quand je me suis dit, mais le changement que j'ai fait, je me suis dit, qu'est-ce qui a fait que? Et je me suis dit, ok, je vais essayer de prendre toute cette littérature scientifique qui peut être très complexe, essayer de la digérer et de la ressortir comment moi j'aurais voulu qu'on me la transmette. Et c'est comme ça que Limite est né, qui est une sorte qui est une plateforme. Alors, je te dis, il y a deux temps, hein, des abonnements dans un premier temps, massivement sur Facebook, massivement. Quand je montrais changement climatique, on me disait ouais, comment est-ce qu'on peut savoir la température que le CO2 qu'il y avait il y a 200 000 ans? Tu montres un carottage des glaces, ouais, mytho, complot, machin, chose. Je dis ah les gars, arrêtez, c'est bon, j'avais vraiment ça. Il y a eu un désabonnement, je suis parti du principe que c'était normal. Au début, ça m'a mis très mal à l'aise quand tu vois que ta page Facebook passe de 330 000 à 329, 328, 327. Non, c'était plus, c'était 360 et je suis descendu vers le. Vraiment, j'ai perdu une trentaine de mille abonnés. Et là, tu te dis, ouais, c'est bon, c'est la fin des haricots. Mais je me suis dit, non, c'est pas grave. Vas-y, fais ton truc, un peu comme tu l'as dit. Cherche pas maintenant les histoires de succès parce que je viens d'un monde qui cherche forcément l'audience, qui cherche à faire du buzz pour rentabiliser. Et je me suis détaché de ça. C'est pour ça que ça résonne très fort en moi, ce que tu as dit, sur le fait qu'il faut juste faire les choses avec le cœur et pas chercher le résultat. Le sens. Trouver le sens. Et en même temps, voilà, Limite à arriver. Les gens s'abonnent sur YouTube, ça se développe bien. Je suis très heureux. Et ce qui est très très beau là-dedans, en fait, c'est que ça a été aussi ma manière de lutter contre l'éco-anxiété. Voilà. L'action aide contre l'éco-anxiété. Bah, merci beaucoup. C'était ouf. Avec Umeko, on a un peu la même histoire. Mais bon, on n'est pas là pour parler de nous. Après. Tout le monde s'en fout. J'ai pas arrêté. Je précise que dès le début, Umeko, vous avez été super cool parce qu'on a très vite fait connaissance. Juste au début Vraiment, mais c'est-à-dire qu'il y a eu une connexion très rapide et merci parce vous me filez beaucoup de coups de main et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce milieu-là, c'est qu'on est là pour une cause commune, on n'est pas là juste pour faire monter notre chiffre et pour nous saucer nous. Et je viens d'un monde où c'était juste ce principe-là. Et donc là, vous m'avez donné, je vous rends et je donne et on se donne et c'est, je crois, le monde qu'il faut construire, quoi. Exactement. C'est ce qu'on essaie de faire. Voilà, et drop de mic, on y va. Et il en reste un qui ne s'est pas présenté. L'élève au fond de la classe, le cancre. Ouais. Bah, du coup, Adi Rassi, tu as créé ta chaîne YouTube, du coup, Amis des lobbies. Tu veux transmettre, tu veux sensibiliser par le biais de l'humour. Tu veux un peu nous en parler ? Ouais. Pour nous, déjà l'humour, c'est un langage qui nous parlait au sein de l'équipe, que ce soit nous, les deux comédiens, ou l'auteur et réalisateur Jérémy. Donc, c'est pas que c'est. Souvent, on nous demande, on nous dit, est-ce que c'est le langage le plus approprié ou qui parle le plus ? Non, il y a toute forme d'expression est intéressante. Pour nous, ça a été évident que c'était l'humour parce que ça nous parle. Et c'est vrai aussi que conceptuellement, traiter ces sujets-là qui sont assez angoissants avec humour, ça permet de dédramatiser un petit peu et ça permet de faire passer un petit peu mieux le contenu. Et souvent, les gens nous disent ça, c'est qu'ils reçoivent des informations assez dures, mais ils rigolent un peu derrière et du coup, ça canalise un peu leurs émotions. Attends, parce que voilà, je vais de l'eau. Là, je t'ai dit que tu parles d'humour, mais on est un peu tous dans l'humour. Oui. Logiquement. Mais qu'est-ce que tu essaies de transmettre? Tu te mets à la place de qui, par exemple? Explique-nous un peu ton projet.
Nous, le concept d'Amis des lobbies, c'est de se mettre de l'autre côté de la plaque, c'est-à-dire qu'on joue avec le second degré. Au lieu de dire les lobbyistes ne sont pas gentils, on met en scène un lobbyiste infâme et une scientifique corrompue qui travaille pour lui. Et on dit que les pesticides, c'est génial, déforester, c'est magnifique, etc. Ah non, mais c'est faux alors? Ouais, en fait, c'est pas vrai, Billy. T'es au courant? Ouais, non, c'est pas vrai en fait. Et logiquement, et ça nous permet surtout de ridiculiser les arguments des industriels par ce lobbyiste. Et normalement, si tout se passe bien, le public n'adhère pas trop aux propos. Et du coup, le message passe. Est-ce que du coup, ça t'aide un peu à passer ta colère? Ouais. Si t'en as, bien sûr. Oui, bien sûr. Comme disaient Camille et Axel tout à l'heure, c'est vrai que de rejeter des choses comme ça qui nous touchent profondément à travers l'art, je crois que c'est un vrai exutoire. Alors elle disait égoïstement tout à l'heure, Camille, ouais, elle a un petit peu raison. Et après, ce qui est beau de cette chose qui est un petit peu peut-être égoïste, c'est qu'après on la partage avec des gens et que, du coup ça devient moins égoïste. Mais oui, effectivement, de l'activité artistique, je crois que c'est très important. Les enfants la pratiquent complètement naturellement quand ils sont enfants. Parfois la vie fait que, ou les parents, ou les fréquentations, ou l'éducation font qu'ils arrêtent, et c'est vraiment dommage. Il devrait y avoir vraiment des activités culturelles à l'école au même titre que les mathématiques ou le français. C'est vraiment essentiel, je crois, de s'exprimer par l'art. Oui, vous pouvez applaudir. Applaudissements. Non, mais c'était beau. Non, mais c'est très fort quand tu parles. On a des pépites ce soir. Moi, j'ai une question pour vous, c'est comment on fait pour parler de la crise écologique, de la crise climatique, et que ça intéresse les gens. Tu parlais du rapport du GIEC, il y a plusieurs volets du rapport du GIEC qui sont sortis cette année. Ils ont été tellement éclipsés par les autres nouvelles dans l'actualité. Par Messi. Messi, c'était l'été dernier, mais à chaque fois c'est la même chose. Pendant la campagne présidentielle, non mais écoutez pas quand je parle. Désolé. Je rigole, c'était une blague. Non mais t'as raison. Tu disais quoi? Non, je disais, non, pendant la campagne présidentielle en France, le climat c'était 2,7% des débats. Comment est-ce qu'on fait pour parler de ça et que ça donne envie et que ça embarque? Est-ce que c'est par la culpabilisation des gens? Est-ce qu'on fait peur? Est-ce qu'on dit la vérité? Voilà, qui a envie de... Là, ça part en conversation, les gars. Okay. Et les filles. L'humour, on disait depuis tout à l'heure, l'humour, c'est un bon moyen de faire passer des messages. Moi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. L'émotion, l'idée, c'est de faire en sorte que le spectateur s'identifie. Et on a l'impression que... je parle en fiction parce que moi, à la base, j'écris de la fiction, c'est ça que je sais faire. Et en fiction... On a la croyance que pour qu'un spectateur s'identifie à ton personnage, il faut que le personnage lui ressemble. C'est un gros problème qu'on a pour moi dans les institutions françaises de cinéma où il y a cette croyance, et donc on ne va subventionner que des films du même genre, des drames sociaux, etc. On voit très peu de films de genre en France, c'est parce qu'il y a cette croyance-là. Et c'est une croyance qui est fausse parce que neurologiquement, on s'identifie à un personnage uniquement parce qu'il souffre. À partir du moment où le personnage souffre, tout simplement, tu as tes neurones miroirs qui s'activent et donc tu es en empathie avec lui, et donc là tu t'identifies parce que tu connais la souffrance, tu as déjà souffert dans ta vie, normalement, si tu n'es pas un psychopathe. Et donc, nous, ce qu'on fait dans Et tout le monde s'en fout, c'est qu'on a créé un personnage complètement en décalage avec ce qu'il raconte. C'est un mec qui te hurle dessus en te demandant d'être bienveillant. Et donc forcément ça crée du contraste et tu t'attaches à lui parce qu'il est imparfait. Et au début, quand on a créé ce personnage avec toute sa condescendance, qui était un truc qui nous faisait rire entre nous, mais on s'est dit est-ce que ça va faire rire les autres? Et oui, et ça je suis toujours étonné de ça, de voir que les gens me disent ah non, j'adore ce personnage, il est hyper attachant. Vous vous rendez compte qu'il est insupportable. Enfin, pour les gens qui ne connaissent pas et tout le monde s'en fout, c'est un mec coincé dans sa cave qui hurle sur les gens à travers sa caméra en leur mettant bien devant les yeux ce qu'ils font de mal. Et de manière ultra condescendante, il parle la bouche pleine. Enfin, en fait, on a mis dans ce personnage tout ce que normalement on ne s'autorise pas à faire dans la vie.
Parce qu'on s'est dit, ok, vu les sujets qu'on a envie de traiter, le but c'est pas d'avoir raison, c'est pas que les gens soient d'accord avec nous, le but c'est que les gens arrêtent de s'en foutre. C'est ça le but de la série, tout le monde s'en fout. Et il y a j'ai l'impression que les gens, soit ils adorent et tout machin, soit ils détestent. On a pas mal de haters. Et donc, à partir de ce moment-là, on a gagné. Puisque on a des fois des vidéastes qui ont fait des vidéos de 40 minutes en reprenant chacun de nos arguments point par point, souvent quand on parle de féminisme et souvent en disant de la merde. Mais bon, au moins il y a un truc derrière, tu vois. Et donc, c'est quelqu'un qui a été. Ça fait réagir, quoi. Ça fait réagir. Et donc, il a été creusé le sujet. Et à partir de ce moment-là, moi, je crois qu'il y a le deuxième secret, c'est ça. C'est faut surtout pas faire ça pour avoir raison et pour convaincre. Il faut juste le faire pour faire réfléchir. Toi, Camille, c'est une réflexion que tu as aussi de comment tu vas écrire les histoires quand tu fais de la fiction pour que le message soit. Que les gens adhèrent à ce message et que ça crée une envie d'agir. Très honnêtement, c'est assez unpopular opinion, mais non, pas du tout. Je me pose pas du tout ces questions. Non, vraiment. En fait, vraiment, il y a une réalité. Moi, je trouve ça abominable. Enfin, en fait, peut-être c'est dans mon éducation, mais on nous a jamais menti, enfin, trop fait croire à des choses. Et donc, du coup, il y a un peu ce truc-là de, moi, je trouve ça extrêmement grave de ne pas savoir, on doit avoir accès à l'information. Et ce truc de dire il faut protéger les gens, souvent on me dit mais pas leur faire trop peur, attention, mais voilà, il faut ménager un peu. Je dis mais on a le droit de savoir, c'est quand même un droit fondamental de savoir ce qui nous arrive. C'est hyper grave qu'on a envie d'infantiliser des adultes en leur disant mais attention, faut pas trop vous bousculer. Pardon, le monde est violent, il faut s'en saisir et ensuite pas rester là pantois et apathique, mais se dire très bien, cette chose existe, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là que c'est intéressant, c'est comment est-ce que, moi ma question c'est plutôt comment est-ce qu'on reprend le pouvoir, vraiment. Pas que dans les institutions, mais comment est-ce qu'on se dit on arrête de sortir de ce truc où les choses nous arrivent et on peut plus rien faire. Comment est-ce qu'on sort de ce truc où on est englué comme ça dans une pâte à chewing-gum? Comment est-ce qu'on se dit et qu'on fait prendre conscience à chacun et à chacune qui peuvent faire des trucs de dingue, que le fameux monde de demain c'est ce que nous on fait là aujourd'hui maintenant. Et c'est pour ça que toutes ces questions de est-ce que même je suis optimiste ou pas ou machin, en vrai j'en sais rien, ça dépend de vous en fait. Donc ça dépend des gens avec qui je suis. Super. Non mais c'est vrai. Non mais ça dépend des gens avec qui je suis parce que si je vois, et moi je vois qu'il y a un truc qui se passe, notre duo il s'appelle Avant l'orage. C'est un peu le moment où c'est un peu électrique et on sent des trucs, mais on est avant un truc énorme qui se passe. Moi je sens un peu ça. Bon, je le sens moi, peut-être je me trompe complètement et qu'il n'y aura pas d'orage. Mais c'est plus ça. Et donc du coup, j'intellectualise pas du tout volontairement et je pense que en fait cette naïveté-là est une force aussi qu'on a. C'est-à-dire que je veux dire quelque chose, je le dis. Et donc, je me pose pas trop cette question-là. Et on avait pendant le confinement une de nos vidéos qui avait pu marcher, tout ça. C'était une série qui s'appelle Yours and Yours. Je sais pas si vous l'avez vue, qui dure 6-7 épisodes, qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire. Pour moi, c'est Don't Look Up encore plus stylé. Bref, je vous invite à la regarder. Et en fait, je vous spoil pas en disant ça, mais il y a un moment donné où une grand-mère, donc le pitch, c'est genre en gros chaque année on retrouve, ou chaque je sais plus combien de temps, mais une famille qui est très différente dans un monde un peu qui part en vrille, quoi. Et en fait, à un moment donné, elle regarde donc sa famille, elle leur dit mais en fait c'est votre faute. Mais c'est vous qui avez acheté les t-shirts à 1 € fabriqués par des enfants. C'est vous qui avez fait ça, donc vous êtes bien mignons à toujours remettre sur le système ou à vous tourner la tête, mais vous êtes responsable. Et c'était totalement à l'inverse des croyances que j'avais, qui étaient de dire faut pas culpabiliser les gens, faut y aller doucement, faut ça. Et je me suis, cette énorme claque, en fait, après ce discours, à l'inverse de ce que je pouvais penser, qui était que ça allait me faire peur et du coup me friser comme ça m'a donné envie de bouffer le monde. Mais vraiment, j'avais une énergie de dingue. Et je me suis dit, ok, mais c'est ça. Et donc, j'ai écrit, c'était cliché, mais pendant vraiment, après ce truc-là, un peu pour une bonne partie de la nuit. Et le lendemain, j'ai montré ça à Solal, qui était du coup avec qui on était confinés. Et puis on a dit vas-y, on tente un truc. Donc on est parti, on a dansé sur une montagne, on a essayé des trucs, c'était un peu fou, mais ça a résonné dans des gens. Et à chaque fois que j'ai ce truc-là où que je sens ça, où j'ai besoin de faire un truc qui me paraît un peu en décalage avec ce que j'entends, et que je me dis merde, comment est-ce que ça va être pris? Des fois je me relis, je me dis alors là je vais me faire défoncer en fait. Je relis le truc, je me dis là vraiment t'es sur toi. Et en fait c'est dès que j'ai peur que c'est fou. Et du coup maintenant j'écoute ce truc-là sur le conflit des générations. Il y avait vraiment, j'étais enlisée là-dedans, où à la sortie du confinement, mais vraiment, je pense, 1/3 du temps des interviews, c'était sur ça, quoi. C'était vraiment m'enfermer dans ce rôle de « mais vous êtes jeune, vous n'aimez donc pas les vieux ». Il y avait vraiment ce truc trop bizarre, où c'était « est-ce que vous en voulez à cette génération qui vous laisse un monde qui s'effondre ?» C'était les boomers, enfin, c'était le... Voilà, et en fait,
c'était facile presque et confortable de rester dans ce rôle-là. Parce que ça séduisait une sphère médiatique, parce que ça créait du contraste, parce que machin. Mais j'étais pas à l'aise avec ça, parce que j'étais pas d'accord. Et que je le sentais. Pour moi, c'était vraiment un truc de l'ordre du diviser pour mieux régner. Donc je me dis, ok. Donc j'ai écrit ce texte-là qui a une lettre à ma grand-mère, qui du coup représente un peu la génération d'avant. Et c'était vraiment en contre-pied de ce que... Et en fait, ça a résonné dans plein de gens. Donc j'avais trop peur que mes amis plus activistes tout me disent que c'était hyper niais et tout. Enfin, il y a un peu ce truc où à la fin que j'avais écrit, je me disais, mais quand tu es dans le moment de la création, je me pose aucune question et j'ai une espèce de liberté radicale qui est géniale. Et c'est après, quand tu as fini, tu te dis, mais t'es sûr de ton truc? Et en fait, de dire tant pis, c'est fait. Et oui, c'est ce que j'ai voulu dire à un moment donné, donc ça va résonner chez des gens forcément. C'est là que ça marche. En tout cas pour moi. Bon. C'est un peu instinctif, Donc, non? C'est très instinctif, mais en fait, l'instinct, c'est pas un truc qui est contraire à la rigueur. L'instinct, c'est profondément ce qui est juste. En musique, c'est la bonne note, quoi. Et je trouve qu'il y a quand même plein de choses qui sonnent faux autour de nous. Et l'instinct, c'est ça, c'est savoir écouter ce qui sonne juste. Et je trouve qu'il y a un truc très universel là-dedans. Et donc, ce truc-là, et pour rejoindre à ta question, pour rebondir là-dessus, c'est ça, c'est se dire, moi je pense qu'on peut parler de tout à tout le monde, à tout âge, que personne n'est trop bête, que personne n'est trop jeune, que personne n'est trop sensible, au contraire. Et que donc, il ne faut pas essayer de préserver les gens, parce que c'est même assez condescendant en fait, de vouloir dire non, ils méritent pas, enfin ils sont pas assez prêts. Moi j'ai un savoir, mais ils ne sont pas. Donc en fait, il faut qu'on dise ce qui se passe, mais qu'on le dise avec la plus grande sincérité du monde. Et moi je le dis des fois en disant ça me fait peur, je suis désolée, ou là moi non plus je sais pas quoi faire, ou je vous propose ça, mais je suis pas sûre que ça marche, mais je vous promets qu'on va essayer. Et par ce truc-là, en ne faisant jamais aucun compromis dans ce que je dis, paradoxalement, tous les messages que je reçois, enfin vraiment une grande majorité, je vous jure que c'est des gens qui me disent tu me donnes de l'espoir. Et je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Les gens me disent tu me donnes de l'espoir. Alors j'ai pas l'impression vraiment d'être en mode ça va aller, tu vois. Mais c'est parce que tu souffres et tu es vulnérable, donc il y a de l'empathie, c'est vraiment ce truc. Mais c'est ça, mais en fait, c'est pas juste. T'as raison, mais je l'ai noté dans ma tête, c'est intéressant. Ça. Non, mais je souffre, mais c'est pas juste souffrons ensemble dans l'éternité, dans les abysses. C'est vraiment de la vulnérabilité. Mais c'est la vulnérabilité. Non, mais c'est ça. Et en fait, on n'apprend plus à être vulnérable. La pudeur est quelque chose qui est un voile qui s'est un peu abattu avec toutes nos conventions sociales et tout, et on n'ose plus être vulnérable. Et pourtant, quand on l'est, on retourne des foules, quoi. C'est parce que être vulnérable, c'est être courageux. Et en fait, on a la croyance que la vulnérabilité, c'est le contraire du courage, alors que c'est exactement ça. C'est le moment où tu te montres vulnérable que tu es le plus courageux du monde, en fait. Épisode 26 de... C'est exactement ce qu'il fait. On vous conseille l'épisode sur les émotions, qui est trop bien. Mais ils sont tous bien. C'est fou, c'est le 3e, quoi. C'est celui qu'on. C'est le 3e. Mais c'est un de ceux qu'on a fait. C'est le 3e épisode, pareil. On l'a fait comme tu dis, juste en disant ce qu'on avait à dire. Et c'est celui qui est le plus. Oui, mais c'était très émouvant. Voilà. Vince, toi, tu es un peu comme nous dans le sens où tu t'exprimes aussi par des chiffres et des faits. Comment tu vois, comment tu touches du coup les gens par rapport à ça? Parce que beaucoup de gens disent les chiffres, c'est énergie. C'est complexe. Après, en même temps, les chiffres, tu peux en faire ce que tu veux, mais à partir du moment où c'est du science-based depuis des années et des années, c'est difficile de trouver quelqu'un qui va pouvoir les casser. Et je crois que c'est vraiment un biais que j'ai parce que je me suis heurté beaucoup. Je vais beaucoup dans les écoles, je discute énormément avec les jeunes, etc. Il y a un obscurantisme qui monte, pas que dans les écoles, un petit peu partout, où ce que la science dit, c'est non. Voilà, parce que voilà, aujourd'hui, n'importe quel politicien peut arriver et peut tout d'un coup casser ce que le GIEC dit. Je veux dire qu'il y a quand même le truc le plus solide dans tout ce qu'on a avec de manière rétrospective et prospective, c'est super solide, mais tu as des gens qui arrivent et on est un peu dans cette ère des réseaux sociaux où chacun est un peu devenu son penseur et ce monsieur je sais tout. Je pense que tout le monde a déjà connu quelqu'un sur les réseaux sociaux tout savoir et qui donne son avis sur tout, et j'ai remarqué que c'est en recrudescence et forcément en commençant je me faisais attaquer sur des choses faciles que je n'avais pas suffisamment bien argumentées, et alors du coup c'est un peu la loi de Brandolini, hein. Quelqu'un balance une petite connerie et pour la démonter il me faut des jours de travail, de réexplication, et quand tu fais la vidéo, quand tu fais le commentaire, au final les gens sont passés à autre chose et ils restent avec la première info qui est fausse, et donc je me suis dit il faut que je fasse des vidéos où je mélange de l'humour, où je balance des claques, et ce qui résonne beaucoup dans ce que Camille fait, c'est que pour moi t'envoies des claques.
Et j'adore parce que, tu sais, là tout à l'heure on se disait, mais c'est quoi la méthodologie? Qu'est-ce qui permet à chacun d'être sensibilisé par ça? Je crois que c'est en fonction des sensibilités de chacun. Il y a des personnes, je dois m'asseoir avec eux et leur parler calmement de la situation. Ils font, ah ouais, ok. Et boum, du jour au lendemain, regarde, c'est bon, j'ai tout changé. Mais vraiment, littéralement, ils ont tout changé dans leur vie. Tu dis, ah ouais, il a suffi de boire un verre et la personne a quitté son taf. C'est incroyable. Il y en a d'autres, il faut peut-être y aller un petit peu plus mollo. Il y en a d'autres qui sont très fragiles, hein, parce que forcément, la part de responsabilité, c'est drôle. Ce que tu m'expliques, ça résonne beaucoup avec ma mère. Ma mère est née en 49 en Belgique, elle est blonde aux yeux bleus et elle est 30 glorieuses comme moi, tout à fait, exactement. Elle a vécu les 30 glorieuses, elle est née d'une bourgeoisie. Mon père, c'est complètement l'opposé total. Et je suis un peu à la croisée des mondes comme ça. Et c'est drôle parce que, en parlant de ça avec elle, elle me disait, mais c'est ce que Léopold II a fait, c'est bien au Congo. Mais si, mais c'est ce qu'on m'a toujours dit. En fait, elle a vraiment construit. Et le fait de la déconstruire, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, il s'agit de toucher l'identité de quelqu'un. À partir du moment où tu commences à dire, écoute, excuse-moi, mais t'as un peu honoré le mauvais camp depuis le début. Bon, c'est pas ta faute, t'étais dans un système. Mais à partir du moment où tu commences à toucher à cet édifice mental, naturellement, il y a les griffes qui se resserrent. Tu touches pas parce que c'est ma personnalité, c'est qui je suis. Et si tu déconstruis tout ce en quoi j'ai cru, je n'existe plus, en quelque sorte. Et donc, il y a des personnes qui ont besoin d'être choquées. Moi, ça marche. On m'envoie des claques, j'adore. Je dis, un petit peu maso sur le coup. Donc vraiment, moi, je suis très sensible à un discours comme celui de Camille. Moi, j'adore ce foutage de gueule que tu as dans. Tout le monde s'en fout, tu vois, ce côté genre qui renvoie la responsabilité un petit peu en quelque sorte à celui qui regarde. Et ouais, parce que je t'ai appris des choses. Et en fait, t'en as rien à. Il y a pas des enfants, non? T'en as rien à foutre en quelque sorte. Et je rebondis parce qu'on est très complémentaires ici. Puis je vais un petit peu revenir un peu dans ma paroisse. Quand tu prends un Midé Lobby, c'est que c'est génial parce que quand il se met dans la peau d'un vendeur de tabac, quand il se met dans la peau c'est intéressant ce qu'il dit. Quand il se met dans il se met dans son rôle, pour ceux qui connaissent pas, il se met dans son rôle. Quand il se met dans la peau de Monsanto, de l'agriculture, et le pire c'est qu'il trouve des bons arguments, il utilise des vrais arguments qui sont utilisés en vrai. Oui, ils ont des arguments qui sont assez pertinents. Ils sont solides. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à influencer le public et les politiciens. Bon, parfois les politiciens se font influencer. Oui, Ils payent des agences de com très très cher pour trouver ces arguments. Ouais, bien sûr, c'est du travail. Et puis ils arrivent, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à la science, ils peuvent aussi très bien détourner la science, créer de faux instituts scientifiques. Il y a plein de biais qu'ils amènent et tout ça. Et pour rapidement rebondir, moi ce que je trouve vraiment génial justement chez toi, c'est que Attends, ça je te retends le micro. C'est que ça montre que c'est absurde. Ça montre que c'est littéralement absurde. Ah oui, c'est le but. Il est capable de te vendre le fait que c'est normal d'avoir des oranges coupées dans du sachet plastique, alors qu'il a déjà son sachet, si tu vois ce que je veux dire, l'orange. Et à ce moment-là, oui, mais le plastique, il est en vrac. Et voilà. C'est ça la différence. Non, mais c'est ça qui est ouf. C'est que quand tu fais tes courses et tout, alors quand tu as vu ça, tu ne vois que ça, et forcément quand tu vois le greenwashing, tu ne vois que ça. Tu te balades et ça y est, ton cerveau est calibré là-dessus. Mais quand il montre l'absurdité, qu'en même temps, tu as Camille qui sort de ses tripes des choses qui te touchent et que tu en as un qui te fait comprendre à toi-même, mais en fait, tu n'en avais rien à foutre. Tout ça, ça fait un melting pot de choses qui sensibilisent différentes personnes et qui, à mon avis, est en train d'insuffler et de créer vraiment quelque chose de concret. Et moi, j'ai un peu l'impression d'être un peu à la croisée des mondes parce que oui, j'ai sorti une vidéo sur le coltan. La situation du coltan au Nord Kivu, c'est grave. Il y a 6 à 8 millions de morts. C'est le pire bilan en termes de morts depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je dis ça avec un grand sourire parce que tout le monde s'en fout. Fondamentalement. Et je le vois bien parce que je sors la vidéo et ça parle à une communauté, mais il y a d'autres personnes qui disent ouais, mais c'est les problèmes des Noirs là-bas. On me l'a écrit, hein. Je dis ouais, mais c'est les problèmes des Noirs là-bas. Je fais mais non, en fait, c'est pour nos téléphones. Non pas celui-là, c'est un Fairphone. Mais c'est pour les caméras qui nous filment, c'est pour tout ça. Et alors du coup, dans cette vidéo, je me fais passer un petit peu pour... à des moments, je dis, ah, bah, c'est normal ce qu'il fait le président rwandais, après tout, bon, bah, faut bien développer le pays, après tout, on s'en fout. Ça rentre un petit peu dans ses codes. J'ai les moments où je suis en colère et que je clash et que je dis les termes de manière crue. Pointe du doigt. Et que je pointe du doigt. Et ça, alors personnellement, je trouve que ça résonne beaucoup avec Camille et ça marche. Ça marche. Et après, c'est une sorte de melting pot un petit peu général. Et je crois qu'il faut des sensibilités, il faut un dénominateur commun. Donc tu passes d'un style à l'autre, d'expression. En fait, je vous ai tous pompés. Multitâche. Je vous ai tous volés. Il est arrivé juste après nous, en fait. Il a attendu qu'on sorte. Je suis arrivé il y a 6 mois, c'est bizarre. C'est ouais, quand même. D'ailleurs, tu as la même charte que nous. Hein. Je dis ça. Mais... Ah bon, c'est vrai d'accepter de prendre l'avion pour donner la parole à ceux qui l'ont pas celle-là. Non, d'accord. On reste à la charte graphique. Non, mais c'est vrai, il a complètement raison. Toutes les formes d'expression sont importantes et effectivement, en fonction des gens, il y a une forme. La radicalité, ça va plus parler, le sérieux. D'autres, ça va être l'humour.
d'humour, d'autres ça va être, je sais pas, plus doux, enfin, peu importe, mais c'est vrai qu'en fonction des gens, mais tous les contenus sont bien évidemment très très importants. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'il y a aussi les professeurs, c'est important, il y a vous, les gens ici, d'en parler à votre entourage. On est tous, en fait, on a tous un rôle à jouer. Et là où, moi je viens d'un monde, que je l'ai dit, les médias c'est la langue de bois. Les médias n'ont pas ses propos. Je viens de là, et c'est pour ça que je me suis barré. J'y reviens parce qu'ils ont vu ce que je suis en train de faire. Ils se sont dit, écoute, c'est plutôt pas mal, reviens quand même. Je dis, ouais, mais les gars, désolé, je vais parler Total Energy. Bon, allez, ça va, il n'y a pas de problème. Ça va. Mais il y a toujours ce mais. Parce que ce sont des annonceurs qui mettent énormément d'argent sur la table, que les médias sont des médias privés, que ces médias privés fonctionnent forcément avec la publicité, et que on est dans un monde capitaliste, on est dans un monde d'extractivisme, de néolibéralisme délétère. C'est bon, on n'a plus besoin de le prouver, on sait que ça ne fonctionne pas, que penser l'écologie dans le fait de se faire énormément de profit, ça ne fonctionne pas, c'est le même principe. Mais donc du coup, quand des médias doivent aborder une thématique qui va complètement à l'encontre de leur modèle, qui s'est créé complètement dans un modèle de capitaliste et néolibéraliste, mais sans limite, à ce moment-là, c'est difficile. Et à ce moment-là, on se dit, bon, bah les gars, on fait quoi? On passe indépendant, on se met sur Tipeee, on se met sur Utip? Parce que c'est difficile quand je peux faire une émission de télé sur n'importe quelle chaîne télé et que juste après, il y a une pub en Belgique, c'est véridique, Actimel qui a fait sa bouteille en plastique qui respecte le vivant. Qu'est-ce qui se fait là? Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé, concret. J'ai été invité sur une émission que vous avez en France et qui est en Belgique, qui s'appelle On n'est pas des pigeons, pour parler d'abord de l'ICOP, pour parler de l'ICOP, pour parler pour parler de l'aviation. Et parler de cette question de sobriété énergétique qui est dans le rapport 3 du GIEC. Et je dis voilà, c'est drôle, je suis venu en train et ça m'a coûté très très cher. Et j'avais fait une blague en disant le train c'est de la merde, ça coûte trop cher, j'aurais pu le faire en Ryanair à 14 €. C'est pour de la vanne, hein, tu vois, c'est pour aussi faire comprendre qu'il y a de nouveau quelque chose d'une ineptie là derrière. Mais quand j'étais sur cette émission de télé, je parle de l'aviation et on me dit, bon Vince, qu'est-ce que vous pensez de l'aviation? Je dis, faut arrêter, j'y vais cash. Parce que là maintenant je pars du principe que dès que j'ai une tribune en télé, dès que j'ai un moment en télé, alors qu'avant j'en avais beaucoup, mais là maintenant dès que j'ai une seconde en télé, j'y vais cash, je dis les termes, je m'en fous quitte à plus jamais revenir. Et je dis, non mais l'avion, pour se dorer la pilule, pour se la raconter sur Instagram, faut arrêter. Pour se dire je vais aller à Barcelone en avion, faut arrêter, ça ne tient pas, ça ne fonctionne pas. Alors voilà ce que je raconte. Ah ouais, j'explique la raison, j'explique CO2, tout ça, les données scientifiques, et on comprend très bien, les maîtres comprennent bien. Juste après, il y a un petit sourire, un petit malaise. D'ailleurs la séquence, je vais la mettre sur Insta. Ils ont été faire un reportage parce que excusez-moi. Ils rigolent tout seuls. Non mais ils ont été faire un reportage pour promouvoir les last minutes. Juste après ce que je viens de dire. Les quoi? Les last minutes. C'est quoi les last minutes? Excusez-moi, je suis en Belgique, on utilise beaucoup de belgicisme et d'anglicisme. Mais last minute, c'est les vols en dernière minute. C'est ça, ok. Et c'est les vols à courte distance. Genre, tu vas sur Internet, tu as des sites. Ah, j'ai envie de me faire un petit kiff, qu'est-ce qui est disponible? Pour 200 €, tu pars en Grèce tout de suite ce week-end. Et juste après ce que je viens de dire, ils font complètement l'exact opposé. Et agence de voyage, alors les last minutes, comment ça fonctionne? Les vols en dernière minute, génial, super augmentation des chiffres, c'est trop bien. La Grèce, ça marche très très bien. D'ailleurs, heureusement avec la situation Covid, c'est bien, on reprend du poil de la bête et on espère que les Belges vont de nouveau reprendre des vols. Et juste après ce que je viens de dire. Aucun sens. Et je te dis pas, il y a le retour sur le plateau, il y a un silence. Et puis je leur dis véridique, je veux de la vidéo. Je leur dis, les gars, vous le faites exprès. Et ils sont, c'est concours de circonstances, Vince, tout ça. Mais tu vois, mais c'est une ineptie, c'est tellement con. C'est tellement ouf. Et c'est le problème des médias. Pour résumer un peu ce qu'on disait, on a besoin de tout le monde et tout, ça paraît hyper évident, mais ce qui résume ça, c'est qu'on n'a pas les réponses. Et c'est précisément, on ne sait pas comment marcher parce que ce à quoi on fait face est tellement vertigineux et nouveau dans l'histoire de l'humanité que personne ne peut avoir la prétention de savoir précisément en 10 points comment sauver le monde. Et heureusement, quelque part, dans le sens... Enfin, heureusement, ça se discute, mais en tout cas, factuellement, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et donc, il faut aborder ça avec beaucoup d'humilité. Et beaucoup d'humilité, ça veut dire qu'on n'y arrivera pas tout seul. Et donc, on se doit d'embarquer des gens avec nous, vraiment. Et donc, on a besoin des humoristes, on a besoin des gens qui débarquent et qui étaient dans un truc de surconsommation avant, mais qui vont peut-être savoir aussi comment, en parlant d'eux, tu vois, embarquer des gens qui nous on va pas parler. Et c'est ça qui est important, en fait, c'est de se dire d'où est-ce qu'on part. Et peut-être le seul truc avec lequel, avant de passer une question, je me dis que sinon vous allez être frustrés, c'est ça, c'est de se dire où est-ce que vous êtes, vous, comment est-ce que vous auriez aimé hier qu'on vous prenne la main pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et c'est là que vous allez être pertinent. Et moi, moi c'était un truc avec des intellos qui faisaient de double diplôme avec Sciences Po, machin. Donc j'ai commencé dans ce truc-là plutôt. Bon, mais là, dans l'art, différemment. Posez-vous cette question, partez de vous. Qu'est-ce qui vous a manqué
pour que vous arriviez plus vite au point où vous êtes là aujourd'hui. Et là où vous serez pertinent à mon sens. C'est beau. Et ça fait une belle transition parce qu'il nous reste que 10 minutes et on va prendre des questions dans la salle. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? On en a. Il y a quelqu'un qui se déplace ou ah. Ça fait un peu les flemmards. Ouais, à 30. Okay. J'aurais une petite question peut-être à la fin pour nous tous. C'est est-ce que vous avez réussi à créer un déclic chez quelqu'un, mais on le fera plus tard. On le fera à la fin, ouais. Pour dire au revoir. Oui, on avait fait une interview du dernier compagnon de la Libération et la dernière question, il avait répondu « On était tous sauf gentils ». Est-ce que vous êtes assez méchant? Est-ce que parfois vous ne vous posez pas des questions là-dessus? Est-ce que vous ne vous dites pas des petites claques c'est bien, mais il faudrait quand même aller plus loin? Je pense aux activistes qui lançaient du sang sur les anciens nazis. Est-ce que vous ne vous dites pas que vous pourriez faire des actions plus dures? Que l'art et l'humour. Genre assassiner quelqu'un, tu vois, Camille. Kidnapper le président Total, ça peut être un bon truc. Ça. Le souci, c'est que les actes violents, ça provoque de la sidération neurologiquement. C'est-à-dire que quand notre cerveau est face à quelque chose qu'on considère comme violent, en fait, il se fige. Et en fait, notre cerveau nous balance des trucs qui sont proches de la kétamine. Juste c'est simplement pour pas que notre cœur s'arrête. Pour pas que le cœur s'emballe trop, quoi. Donc, j'ai pas la réponse. Mon point de vue, c'est pas ma philosophie à moi. Je sais pas, peut-être que c'est pas suffisant. Je suis complètement d'accord avec vous. J'ai pas la réponse à ça. Mon choix, c'est de ne pas avoir recours à la violence. Y a Erika Chenoweth, tu connais Erika Chenoweth, qui a dit que les actions non violentes rassemblent de toute façon beaucoup plus de gens, puisqu'on n'est pas tous foutus pour avoir un recours à la violence. On peut rassembler plus de gens en étant non violent, et les actions non violentes, alors j'ai plus les chiffres en tête exactement, mais sont parvenues à leur fin 2 fois plus que les actions violentes. Donc il y a des chiffres de toute façon qui prouvent que, a priori, non, la violence n'est pas une solution. Et il y a aussi, après, il y a des gens qui le font, et enfin, tu parleras de ça mieux que moi, comme toutes les actions non violentes, la désobéissance civile, tout ça, je suis pas sûr que rajouter de la violence là-dedans soit une solution. Après, faut définir violence. La violence mise en scène peut être une solution. Il y a d'ailleurs plein de choses qui se sont faites, effectivement, de déverser des trucs, mais c'est plutôt de faire un message marquant. Voilà, c'est mon point de vue. Mais je respecte beaucoup cette dame, mais en tout cas, moi, je revendique profondément le fait d'être gentille. Sincèrement, non, je pense pas que je suis pas assez méchante, et j'espère l'être le moins en moins en vieillissant. En tout cas, si j'ai déjà été méchante, c'est important. Parce que c'est ce mot de solidarité qui, pour moi, est un peu l'inverse de la méchanceté. Enfin, je le verrais comme l'idée, du coup, d'être en empathie et d'être capable de penser plus grand que soi-même. C'est un mot qui est complètement tombé en désuétude, et c'est tellement grave et triste. La solidarité, c'est le fait de se dire qu'on ne vit pas que pour soi. Et que donc notre vie, précisément, elle est le résultat de 2 inconnus qui se rencontrent et qui font un truc. Nous-mêmes, on peut créer ça, c'est quand même assez dingue. Et c'est retrouver, Edgar Morin parle de ça mieux que moi, cette communauté de destin. Et se dire donc qu'a priori, il n'y a pas de geste individuel. C'est-à-dire que moi, si aujourd'hui je ne mange pas de viande et de poisson, c'est pas pour moi, c'est parce qu'autour de moi, j'ai des amis qui en mangent beaucoup trop. Et donc je me dis, bon, bah, en termes d'humanité, on va contrebalancer un peu, quoi. Donc, d'abord, ce truc-là de la gentillesse ou de la méchanceté, honnêtement, non, là-dessus, j'ai un avis très tranché. Sur la violence, c'est très différent, parce que c'est une question philosophique, et du coup, je peux en parler très longtemps, parce que j'adore ces questions. Mais on va le faire en 2 secondes. Qu'est-ce que la violence? Il y a de la violence organisée, l'État a le monopole légitime de la violence. Donc, il y a la violence qu'on ressent aussi, il y a une violence symbolique, il y a une violence sociale qu'on doit creuser. Et face à ça, est-ce que parfois aller vandaliser ou aller taguer une devanture de banque, est-ce que c'est réellement violent? Ça, je l'ai fait, et là, pour moi, je revendique cette violence-là. C'est-à-dire que, par exemple, aller taguer la devanture de Total, comparé à la mort qu'ils infligent à des communautés dans lesquelles je suis proche, avec qui je travaille, des activistes en Ouganda et en Tanzanie en ce moment, oui, je suis largement prête à aller à ce niveau-là de violence. Maintenant, c'est une question qui est intime, presque, et moi, en tout cas, je ne pourrais pas faire de la violence contre des gens. J'y arriverais pas. Et je pense qu'il y a un truc qui est physique, qui nous bloque à un moment donné. Et il faut qu'on soit capable aussi, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure,
d'avoir de l'humilité et donc de ne pas hiérarchiser les méthodes et de ne pas se dire voilà, il y a une escalade où je commence par mes petits gestes individuels, puis une asso, puis ça, puis je fais dans mon job, puis machin, puis après j'arrive, je fais la désobéissance civile, puis je fais la désobéissance civile violente. C'est pas une hiérarchie comme ça qu'on doit avoir précisément pour la raison que je vous disais tout à l'heure, qui est qu'on ne sait pas comment faire et que donc on a besoin du talent, de l'intelligence, de la créativité, du temps de tout un chacun. Donc si c'est un mode d'action où vous sentez que ça peut être la bonne méthode et que vous êtes persuadé et tout ça, mais enfin, je veux dire, allez-y. Moi, je serais pas capable d'aller plus loin que des choses comme tu disais qui sont un peu symboliques, qui s'arrêtent à ce que j'ai fait en désobéissance civile, de bloquer, nager une assemblée générale de Total, bon, c'est des choses où on est violenté, hein, de se retrouver avec des lacrymos dans la tête, tout ça, c'est des moments qui sont très violents, qui sont vécus comme de la violence. L'activisme sur le terrain, parfois, c'est violent. Ça, moi, je suis prête à aller jusque-là, mais je ne serais pas prête à donner de la violence sur des gens. Et c'est un peu une ligne que je pense qu'il ne faudrait pas qu'on franchisse. Parce qu'il y a aussi cette idée, je finis là-dessus, d'essayer d'incarner, moi je vois comme ça, ce qu'on a envie de voir advenir dans le monde, dans ce qu'on fait aussi, et dans le mode d'action qu'on utilise. Mais le truc intéressant, c'est plus se questionner sur qu'est-ce que la violence, et surtout ne pas hiérarchiser, à mon sens, en tout cas, les modes d'action. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question peut-être? On n'a pas beaucoup de temps. On est désolé, c'est la dernière question. Ah ben alors, je suis Vous avez de désolé, la c'était chance. une réaction en fait. Déjà, je voulais vous remercier parce que j'ai le sentiment que quand vous, enfin, j'aime beaucoup, genre la phrase qui sert à rien. J'aime beaucoup ce que vous faites, mais parce que vous vous adressez à ce qu'il y a de plus grand chez les gens. Enfin, vous parliez d'humilité et j'ai l'impression que c'est là-dessus que vous agissez. C'est qu'on a quand même une campagne présidentielle où c'est globalement adressé à ce qu'il y a de plus petit en nous. La peur, la haine, la colère, la rage, le rejet de l'autre. Et là, dans votre démarche, vous partez du principe que les gens sont intelligents, ont de l'humour, comprennent, n'ont pas peur, sont adultes. Et à mon avis, c'est ça la contribution, c'est-à-dire faire confiance. Et c'est pour ça que je suis moi-même plutôt dans cette... Enfin, je reconnais ce que vous dites au niveau de la gentillesse, c'est-à-dire partir du principe qu'on peut faire confiance et que l'homme est grand, quelque part. Voilà, et qu'on peut faire appel à lui à travers ça. Et il me semble que voilà, c'est cette démarche-là. Voilà. Merci beaucoup pour cette réaction. Malheureusement, c'est déjà fini. Non, sérieux. Et déjà, ouais, c'est passé vite. Hein. Mais merci à vous quatre d'être venus. Ça nous fait trop plaisir de vous avoir invité, que vous ayez fait le déplacement. Merci à tous. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux pour voir leur talent et à suivre Umeco sur Insta. Ça continue ici et ça continue sur Facebook. Il va y avoir un petit film de la Commission européenne sur les effets du réchauffement climatique et ensuite la remise des prix des Young Creative Awards qui était donc la compétition de jeunes créateurs de films engagés. Et on va savoir qui a gagné cette compétition ce soir. Donc ça continue mais c'est fini pour nous. Bonne soirée tout le monde. Adieu. Merci. Cyclones come more often now. 2 years ago, our friend's school was destroyed. Hello, I'm Jacqueline and this is Rita and we live in Zimbabwe. I wish to help those who are in my community. People's lives matter most. 84. Together, we prepare and teach those who are young. What is the situation where you live? This is Europe. Me recuerda a República Dominicana. Hablemos del cambio climático. Share your experience. Eh bien, ouais, c'est parti. Maintenant, place aux Young Creative Awards. Voilà, la compétition dédiée aux moins de 30 ans, militants pour l'écologie. Voilà, aux réalisatrices et réalisateurs qui se sont donnés pour, voilà, comme le disait Camille, voilà, avec créativité, avec talent, avec intelligence, essayer de faire bouger les lignes au sein de leur création. Donc, pour cette séquence maintenant, bien attendue, voilà, par l'ensemble des personnes qui ont participé, j'accueille Magali Payen.
Magali Payen, donc tu es fondatrice de On est prêt et maintenant de Newtopia que tu as créé avec Cyril Dion et Marion Cotillard. Donc bienvenue. Merci. Merci à toi d'être là. Camille Chaudron, donc tu es créatrice de contenu, tu es réalisatrice et tu es agricultrice en formation. Et Ophélie, tu es aussi agricultrice et tu crées des vidéos sur Instagram sous le pseudonyme Ophélie Tamer Nature. Voilà. Et vous étiez toutes les trois surtout donc jury, membres du jury. Magali Payen, tu nous fais l'honneur pour la 2e année de présider les Young Creative Awards. Donc peut-être qu'on va commencer par ça, à savoir justement pourquoi toi Magali tu soutiens ce concours. Voilà, tu es très engagée à travers On est prêt. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton activité et pourquoi tu soutiens les Young Creative Awards? D'accord, ça fait beaucoup de questions en une seule. Alors pourquoi je soutiens les Young Creative Awards? En fait, c'est très simple, c'est que ça résonne avec ma raison d'être au quotidien. Et ma raison d'être, en fait, c'est d'accompagner la métamorphose du monde via les imaginaires. Et donc ça, je le fais comme je peux au quotidien de 3 manières différentes. Donc via On est prêt, c'est-à-dire la mobilisation citoyenne, via Imagine 2050, qui est une société qui accompagne les leaders culturels sur ces enjeux justement de prise de conscience et de transformation de leurs récits, et avec Newtopia sur du plus long terme, donc sur la production de nouveaux récits, films, séries, en partant du principe que pour créer le nouveau monde, il faut commencer par l'imaginer dès aujourd'hui. Et donc, avec les Young Creative Awards, c'est exactement ça que j'essaye de promouvoir, de nourrir. C'est tous ces réalisateurs, tous ces artistes, en fait, qui ont envie de chercher ces solutions, d'incarner une autre façon d'être au monde. Et Aurélien Barrault disait encore l'autre jour sur France Inter, aujourd'hui, on a toutes les solutions, en fait. On connaît les problèmes, on a les solutions technologiques, on a les solutions en termes de changement de société, on sait très bien ce qu'il faudrait faire, mais ce qui nous manque, en fait, c'est l'envie. C'est l'envie, c'est l'enthousiasme, c'est la motivation, et c'est de se dire que oui, on est capable de le faire collectivement. Et c'est pour ça donc qu'on a besoin des artistes, des médias, des journalistes. C'est pour qu'ils nous montrent que c'est possible de le faire et qu'ils nous donnent envie, en fait, de créer cette sobriété. Tout l'enjeu est de la rendre désirable. Donc voilà pourquoi j'ai eu envie de soutenir ce que vous faites dans plein de pays du monde, parce que c'est quelque chose qui dépasse complètement les frontières, et donc je suis ravie de pouvoir être là de nouveau cette année. Complètement, merci de l'ajouter. Cette compétition, voilà, elle a rassemblé plus de 450 films venus de 50 pays différents. Donc ça représente aussi beaucoup de façons de s'engager et sur son propre territoire. Je continue peut-être avec toi, Camille. Justement, en fait, Magali parlait d'incarnation. Toi, c'est ce que tu fais complètement à travers la création sur ton compte Instagram Girl Go Green. Tu es agricultrice, tu montres en fait le changement qui t'a mené à ça. Est-ce que tu as la sensation que c'est aussi ce changement qu'il faut montrer en vidéo et peut-être plus l'incarner? Est-ce que tu as la sensation que dans tous les films que tu as vus des Young Creative Awards, c'est aussi ça qu'ils font, c'est qu'ils montrent leur propre changement qui les traverse? Alors, en effet, dans mon processus créatif, et qui rejoint, j'ai beaucoup aimé la façon de le dire de Magali, de ma mission de vie, moi, c'est d'incarner, de mettre en récit et de lutter pour les transitions écologiques, sociales et démocratiques. Et donc, du coup, je pense qu'en effet, dans mon processus créatif, j'alimente ces récits par ce que je vis au quotidien. Et ça passe en effet par, quand on parle de restauration de la biodiversité, quand on parle de régénération des sols, quand on parle justement de se reconnecter au vivant et à la grande toile du vivant, le vivre au quotidien, ça permet de mettre une présence dans la création qui est beaucoup plus grande du coup et beaucoup plus consciente. Donc du coup c'est aussi pour ça que j'allie en fait, les deux s'alimentent en permanence, c'est-à-dire ce que je vais vivre au quotidien et amener dans le monde et ce que je vais raconter de cela. Donc du coup voilà, et j'ai
eu plaisir à le retrouver en effet par-ci par-là dans les œuvres que l'on a pu voir en tant que jury, parce que, alors j'ai un petit biais, il y a certaines personnes que j'avais déjà croisées dans des lieux de lutte, donc je connais, j'ai pu voir leur engagement de près, je ne les citerai pas. Ensuite, il y a aussi... Il y a aussi eu des films où, en effet, on sent à travers l'incarnation qu'il y a du protagoniste principal qu'elle parle avec ses tripes. Donc, du coup, on sent que ça la touche personnellement et que ce qu'on raconte, c'est aussi ce qu'on vit et que c'est un peu ce dialogue permanent qui se joue. Et puis après, il y a juste aussi des histoires qui sont un peu plus macro, un peu plus narratives, mais j'imagine qu'ils puisent leur essence quelque part aussi à un endroit où ça résonne pour les personnes. Voilà. Ouais, merci. Effectivement, Ophélie, peut-être que toi tu peux aussi réagir parce que dans le même procédé, toi tu es agricultrice urbaine, tu montres comment en fait voilà, tu fais en sorte de pouvoir amener du vert en ville aussi. Est-ce que de la même manière c'est quelque chose qui t'a beaucoup plu de voir dans les films des solutions en fait à portée de main que la compétition nous montrait? Oui, complètement. Je trouvais ça super de voir avant tout une biodiversité aussi dans les formats, parce que finalement, on a eu le droit à autant d'images animées que de poésie, que de formats beaucoup plus documentaires. Et en ça, chacun peut y puiser de l'émotion. On peut s'y reconnaître aussi. Donc ça, c'était très agréable. Et c'est un truc qui résonne évidemment dans mon travail, puisque j'ai à la fois les mains dans la terre au quotidien dans ma pépinière, mais je m'amuse aussi beaucoup avec les formats. Je suis autant sur YouTube qu'en radio, qu'à l'écrit, et à chaque fois c'est une nouvelle écriture, c'est un nouveau public, et c'est cette biodiversité. Pour moi, c'est ça aussi, et là-dedans, chacun se voit touché ou pas. En tout cas, non, moi je me suis sentie très chanceuse de voir aussi des choses du monde entier, parce qu'on est souvent la tête dans le guidon quand on est dans la création, et puis on a un petit cercle comme ça de créatifs autour de nous, mais ça fait du bien aussi à un moment donné d'aller voir ce qui se passe à l'autre bout du monde, en Inde, en Afrique. Voilà, c'était une chance. Ouais, merci. C'était une chance de t'avoir comme jury. Justement, on va pouvoir du coup présenter les 3 films finalistes. Magali, toi qui es présidente du jury, je vais peut-être te laisser les présenter tous les 3. Ce qu'on va faire, c'est que tu peux les présenter et après chaque film, on va montrer un extrait pour que chacun puisse avoir une idée des films qui étaient présentés. Voilà, une dernière chose, c'est que, encore une fois, c'est effectivement une compétition internationale et donc on pourra voir justement à travers les trois films finalistes combien ça représente le monde. Alors, donc le premier film s'appelle Act for Impact. Il nous vient des États-Unis. Il a été réalisé par une femme qui s'appelle Nicole Pavia. Et en fait, c'est l'histoire de Victoria Wallen, qui est une jeune militante écologiste biraciale qui va tenter de faire passer une loi pour protéger les personnes comme elle. Voilà. Et donc, elle habite à New York. On peut regarder l'extrait. I'm originally from Georgia, but now I work and live in New York State. Growing up down south, I've always been around nature, the trees, the water, everything was just beautiful about it. I was called a tree hugger because in 3rd grade I joined my environmental club at school, and then as I grew up I just kind of fell in love with that whole idea of saving the planet. Voilà, on peut peut-être annoncer du coup le deuxième finaliste parmi les 30 sélectionnés, je le rappelle. Alors le deuxième finaliste, c'est un film qui s'appelle Activiste de Gwynevic Cornon, donc un film qui est français. Et en fait, c'est l'histoire d'une bande de jeunes qui, en 2021, voyagent à travers l'Europe pour rencontrer des initiatives pour la justice environnementale et sociale. Et à travers leurs films, en fait, ils vont nous montrer des idées, des stratégies pour défendre le vivant. In 2021, a team of young people traveled across Europe for 3 months to run workshops and meet ecological initiatives. By making this documentary alongside them,
I wanted to capture the stories, the faces, and the actions of the many young people committed to the ecological struggle. Et enfin, le dernier finaliste. Et le troisième finaliste est un film espagnol. Alors, je ne parle pas espagnol, désolée si j'écorche le titre. Cuando nos dimos cuenta, qui veut dire When we finally understood, quand nous avons finalement compris. Donc ça, c'est un film de Ravi Navarro. Et c'est un film réalisé avec une classe de jeunes de 11-12 ans qui se projettent dans leur futur discours d'adultes. Et donc, en tant que futur adulte, ils nous racontent combien ils pensaient qu'après la pandémie, tout redeviendrait comme avant. Et en fait, ça a été complètement l'inverse. Et donc, en tant qu'adultes de ce nouveau monde, ils regrettent de ne rien avoir fait aujourd'hui et que les adultes autour d'eux n'aient rien fait également. Han pasado muchos años desde aquella horrible pandemia. Dijeron que era una consecuencia de alterar los ecosistemas, que habíamos arrasado bosques, contaminado y exterminado especies animales. Et donc, on arrive au moment tant attendu. Je te laisse, Magali, annoncer le gagnant. Round of applause. Voilà, et donc le gagnant est Activiste. Voilà. Bravo. Donc, on peut accueillir sur scène Gwenevie Cornon et Quentin Topin. Et voilà, donc votre prix. J'ai passé la journée avec vous et j'ai pas fait de gaffe, je suis très fière. Donc il n'était pas au courant. Ce n'est pas fin. Merci à Deauville déjà. La sélection officielle pour moi c'était quelque chose d'incroyable. Quand j'ai su que j'étais finaliste, j'y croyais tout simplement pas. Le déni a commencé. Là d'être sur scène, c'est un scandale absolu. C'est un scandale absolu, sachant que c'est mon premier film, que c'est vraiment il y a tellement de bénévolat là-dedans et waouh. Ouais, franchement, là, je sais pas quoi dire. C'est vrai que j'avais prévu peut-être un petit peu des choses. Je me suis dit, bon, au cas où. On a des questions pour vous. Mais là, non, franchement, je remercie. En fait, beaucoup. Tout ça, c'est vraiment grâce à toutes les initiatives, tous les activistes ils ont accepté que je les prenne en interview comme ça à l'arrache parce que c'était assez compliqué. On était vraiment en nomade, comme peut-être ça a été vu. Vous l'avez vu aussi, ça a été fait vraiment en éco-production, donc vraiment c'était très compliqué avec très peu de caméras, en train tout le temps. Donc vraiment on a eu des initiatives qui étaient vraiment super répondantes et ouais. Super, Incroyable. Si tu veux on peut s'asseoir et puis je crois que Magali a quelques questions voilà, pour en savoir encore plus et pour présenter à tout le monde votre super documentaire Activiste. Bon, et je dois dire aussi qu'en tant que présidente du jury, je n'ai pas pu voter, puisque On est prêt était partenaire du film. Voilà. Alors, première question pour vous. Comment est née l'idée de ce film ? Alors, oula, ça c'est sympa comme question. Je pense que avant de rencontrer, en fait, j'ai suivi cette association dont mon collègue là, Quentin fait partie. J'avais ce projet en fait de faire ce genre de film à la pêche aux activistes partout en Europe. Donc c'était quelque chose que j'avais un peu formulé. Très rapidement avec quelqu'un qui s'appelle Maxime, qui est, on va dire, qui était coordinateur ou qui est encore coordinateur d'Extinction Rébellion. Et du coup là, quand cette association m'a dit, qui s'appelle Seeding for Future, ils m'ont dit dans 3 jours tu pars si tu veux avec ta caméra et un micro. J'ai dit ok parce que c'est exactement ce que je voulais faire et j'ai toujours voulu avoir faire un film documentaire qui met à l'honneur les activistes qui sont en Europe, donc c'était parfait. Et alors, comment s'est passé le voyage en tant qu'équipe pour vous ?
Ça marche. Ah ouais, ça marche. Effectivement, sur ce point-là, je peux un peu plus répondre parce que du coup, moi, je faisais partie de l'équipe qui avait prévu le projet parce que ça se prévoit pas comme ça, un voyage qui dure 2 mois et demi, mine de rien. Il y avait 7 mois de préparation parce qu'on a fait plein d'ateliers aussi. L'objectif à la base, c'est de faire des ateliers dans des écoles et dans des universités. Et au final, toutes les universités étaient fermées parce que c'était la pandémie. Et en fait, on a pu le faire souvent plutôt dans le primaire, dans les écoles. Et du coup, le voyage, donc c'est une expérience à part entière parce que c'est un voyage en groupe avec des gens, on ne se connaissait pas avant, on s'est rencontrés pendant le projet. Voilà, on s'est rencontrés en août. Ensuite, on a construit ensemble le projet et on est parti en avril. Et donc ouais, c'était pas. Ouais, il y a des hauts et des bas, normal. Enfin, c'est un groupe, quoi. On a aussi beaucoup étudié ça, les dynamiques de groupe. On a fait des formations là-dessus, à la facilitation, à comment faire pour que ça se passe bien au sein du groupe. Et voilà, et ça a soulevé des choses pendant le voyage. Moi, je me rappelle, notamment quand on était dans la ZAD en Pologne, il y a eu des petits. Ouais, ça soulève des. On va dire des questions assez systémiques de féminisme en fait qui ressortaient dans le groupe et c'est pas des choses faciles à entendre quand on est en voyage et c'est comme en fait on était dans un groupe dans un autre groupe dans la ZAD ce qui fait que on avait beaucoup plus le ressenti de en fait on a un groupe avec une entité qui est là et peut-être qu'on pourrait améliorer ça et un peu changer nos façons de fonctionner ensemble. Donc voilà. C'était une super expérience. Et là, ouais. Ça, j'aurais pu rajouter aussi que c'est vrai que la manière dont on a voyagé avec cette expérience de groupe est pas mal liée avec cette envie de changer aussi la manière dont un film peut être tourné. Je parle surtout de la hiérarchie en fait, parce que j'ai l'impression que c'est pas une impression vraiment. Il y a beaucoup de productions où c'est très hiérarchique. Et du coup, ça a été hyper intéressant de mettre un peu de gouvernance partagée, beaucoup de bienveillance, des notions qui sont très importantes pour nous et surtout du milieu climat. Et du coup, faire un film comme ça avec autant de bienveillance et puis être surtout des coéquipiers et pas, je sais pas, assistant cam et je ne sais quoi. Ça, c'était aussi hyper intéressant de remettre de la démocratie, si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas de remettre la valeur de chaque personne, même au sein d'une équipe de tournage. C'était vraiment inédit. Ouais. Et alors, l'un et l'autre, est-ce que vous pourriez nous raconter soit l'expérience, soit l'activiste qui vous a le plus marqué? Pendant le voyage. Ok. Bon, moi, je sais. Du coup, moi, clairement, c'était cette expérience dans l'occupation, du coup, en français, on dit ZAD, en Pologne. C'est vraiment, c'est exceptionnel. D'ailleurs, je ne sais pas combien de personnes qui sont déjà dans une ZAD dans la salle, mais... On peut faire le sondage, hein. Ouais. Ceux qui sont déjà allés dans une ZAD, vous pouvez lever le bras. Je vous le recommande. Je sais que Adi Rassi aussi de Amile Hobby a voyagé, a été en ZAD aussi. Il nous parlait de cette expérience aussi tout à l'heure. Donc ça fait 3 dans la salle. Ouais, après, je veux dire, c'était pas un milieu auquel j'étais habitué non plus du tout. Moi, c'était ma première expérience aussi en fait, et c'était super. En plus, c'est vraiment un collectif où ils se respectent énormément. Et c'est un collectif intersectionnel. Il n'y a pas. Je sais que dans d'autres ZAD, parce qu'on me l'a dit, il n'y a pas forcément cette notion-là de respect aussi grande que dans celle-ci. Donc voilà. Par contre, c'est en Pologne, c'est assez loin. Donc si vous prévoyez d'y aller, on pourra vous donner des indications, mais c'est pas super évident. Il faut quand même être prêt. Des conditions. Il peut faire jusqu'à moins 27 degrés la nuit. Donc, tournage sympa quand même. En hiver, il peut faire très froid. Des nuits en igloo, à prévoir. Voilà, mais et puis c'est vivre dans un système qui, pour moi, s'extrait du système capitaliste, mais complètement. Et du coup, ça fait bizarre au début. On a l'impression, vraiment, parce qu'en plus, on n'a pas de réseau dans la ZAD. Et quand on vit dans cette zone-là, vraiment, on ressort, mais on est... il n'y a pas besoin d'aller, je sais pas quoi, à Bamako pour être dépaysé, quoi. Là, on va
on va dans cette petite zone et on ressort. Tu peux nous donner un exemple très concret de ce qui t'a surpris là-bas? Ouais. Sur les ours? Il y en a plein. C'est pas facile à choisir. Ouais. Qu'est-ce que... je sais pas, je vais peut-être te laisser citer un plus inspiré. Ok, non, mais il y a déjà le fait qu'effectivement, c'était assez... voilà, j'irais 2 anecdotes par rapport à cette ZAD d'ailleurs. Donc la première, effectivement, c'est que quand on arrive au début, donc on se fait déposer en stop parce que déjà, il n'y a pas de moyen de locomotion. Donc voilà, ensuite il faut marcher 30 minutes, voire 1 heure quand il neige. Une fois qu'on est arrivé, pendant le chemin, on a aussi des panneaux qui nous disent attention, il y a des ours en liberté, qu'on pense avoir entendu d'ailleurs la fameuse nuit D'ailleurs, l'affiche du film est tirée d'une image en altitude qu'on a eue, qui est sur le plateau où vivaient les ours. Donc, quand on est redescendu le soir, on a entendu un bon gémissement. On ne saura jamais si c'était un ours. Et puis, je pense la deuxième anecdote qui est peut-être un peu moins drôle, c'est que quand je suis reparti faire une interview du coup quand c'était l'hiver dernier, et comme il n'y a pas de réseau, la guerre s'est déclarée parce que c'est en frontière sur l'Ukraine. Une partie de la ZAD en fait est en Ukraine parce que c'est une forêt assez grande. Et est-ce que Gwen, tu veux bien rappeler peut-être aux personnes dans la salle ce que c'est qu'en fait une ZAD pour que on s'assure de tous bien comprendre comment ça se concrétise et quelle est la vocation d'une ZAD. Ouais, alors une ZAD, ça veut dire zone à défendre du coup. Comment définir une ZAD? Par contre, ça c'est un peu plus compliqué. Je dirais c'est simplement un endroit où il y a des ressources énorme, que ce soit d'un point de vue biodiversité, biologique, et en fait qui est prévu d'être détruite pour exploitation. Voilà. Donc en gros, c'est détruire un endroit où il y a de la vie pour en faire des sous. Voilà, moi je le résumerais comme ça. C'est peut-être un petit peu hardcore, mais je sais pas. Et ça, on le voit du coup dans le film Activiste. On voit votre traversée à travers cette zone en pleine nature. Ouais. Et ça y est, ça m'est revenu du coup. Les petites anecdotes quand même. On a fait un workshop sur apprendre à grimper dans les arbres. C'était trop cool. Et franchement, je me disais, mais ils sont fous. Et en fait, ils sont au top de la sécurité. Vraiment, tu te dis, mais tu vas arriver dans la ZAD et tout, le cliché, je sais pas, les gens qui font pas gaffe, quoi. Et en fait, pas du tout. Ils sont vraiment, ils font super attention. Et tu as plein de techniques pour grimper. Soit tu t'attaches directement au tronc et du coup tu grimpes comme ça avec des straps. Sinon tu peux aussi t'attacher avec 2 vaches. C'était trop cool. Et une anecdote très drôle, c'est quand à un moment quand t'en pouvais plus de la ZAD, parce que vraiment il y a un moment où il y avait beaucoup de pluie. C'était des conditions assez difficiles quand même. Du coup, on s'est en allé dans un... Ouais, non, mais le matériel était dans l'eau. Ouais. Voilà, et du coup, on a dû traverser la forêt la nuit. Et c'était le jour même où on avait entendu, on a cru entendre l'ours. On avait croisé un bison sur la route aussi, pas très longtemps avant. Et là, la traversée dans la forêt pendant 1 heure la nuit, ça, je me souviendrai, c'était trop drôle. C'était pas sympa. Je déconseille. Quand il y a des panneaux qui te disent attention, il y a des ours, ne faites pas une traversée d'1 heure la nuit. Non. Ok. Donc la ZAD, pas forcément facile d'accès, mais en tout cas c'est une grande aventure. Ça, vous en parlez dans Activiste. Et donc peut-être une dernière question. Comment vous voyez la suite du film? Comment est-ce que vous voulez le relayer et comment vous voulez porter le message de Activiste? Du coup, justement, le festival de Deauville, je pense, peut nous aider énormément dans la légitimité pas envoyer, mais diffuser les messages qui sont les nôtres, qu'un maximum d'activistes est nécessaire. On a vraiment besoin de ces récits, on a besoin d'inspirer, on a besoin de voir plus de films comme ça et produits comme ça aussi. Et donc l'intérêt le fait qu'on ait un film qui soit
à portée internationale. Là, le but maintenant, c'est effectivement de diffuser dans d'autres festivals partout en Europe et pourquoi pas dans le monde. Mais on a déjà candidaté à Athens, au festival du film d'Athènes, et on verra pour la suite. Et après, comme on a aussi fait un financement participatif, depuis le début, j'ai toujours voulu que le film soit disponible gratuitement, que l'argent ne soit pas une barrière pour avoir accès à ces récits, ces initiatives, pour se mettre en chemin. Parce que je fais un peu le lien avec la table ronde d'avant, où on parlait de l'art qui est nécessaire pour inspirer les gens. Et moi, je pense que c'est surtout parce qu'il faut donner du plaisir, en fait. Le plaisir, c'est la clé. Et je pense qu'on a la chance que l'art, le film en fait partie. C'est un moyen de locomotion de plaisir. Et je pense qu'on a besoin de célébrer la lutte, en fait. Voilà. Il faut qu'on célèbre ensemble la lutte. Il faut qu'on crée, parce qu'en créant, on se fait plaisir. C'est du divertissement, on appelle ça comme ça. Et je pense que les gens, en se faisant plaisir, en ayant du désir, ce genre de choses, ce sera bien plus facile. Et d'ailleurs, je pense que c'est la seule manière d'amener le plus de personnes avec nous dans nos luttes. Ok, et ben voilà. Maintenant, célébrons effectivement la lutte, prenons du plaisir à être ensemble et à donner envie aussi, de donner du plaisir aux personnes qui vont regarder votre film. Donc voilà, on a fini cette séquence. Encore toutes nos félicitations pour le trophée que vous remportez des Young Creative Awards. Je voulais juste préciser un tout petit truc aussi, c'est qu'il y a quand même aussi une équipe de bénévoles autour du film, et du coup ils sont pas là, mais ils sont peut-être sur le live, j'en sais rien, et voilà. Et je voulais les remercier beaucoup aussi. Donc il y a Tina, il y a Camille, il y a Robin, il y a Arthur, il y a Tom, Jeanne, et il y a Spiros aussi qui t'a aidé pour le montage. Exactement. Et aussi, merci beaucoup pour l'invitation. Merci l'invitation. C'est trop pro, chouette. On est prêts. Il y a tellement de gens en fait à remercier, c'est incroyable. Et toutes les associations aussi qu'on a rencontrées. On est ravis de faire votre connaissance et on est ravis de porter votre film et que votre film soit un maximum vu. On va se quitter sur ces mots. C'était un immense plaisir, encore une fois, de vous avoir, d'avoir l'inspiration des invités globalement de toute la séquence. Et puis de pouvoir clôturer en beauté avec un beau film. Justement, pour finir, on laisse l'accès en fait, à votre film sous forme de QR code pour que chacun puisse voir Activiste. Encore félicitations et du coup on se retrouve pour justement célébrer tout ça autour d'un cocktail. Au revoir à tous et merci. In 2021, a team of young people traveled across Europe for 3 months to run workshops and meet ecological initiatives. By making this documentary alongside them, I wanted to capture the stories, the faces, and the actions of the many young people committed to the ecological struggle. We went to 5 countries. This forest is a natural forest which was not planted by humans, but the state forestry decided to destroy this beautiful place, which should be protected. There is a lot of black bear, lynx, wildcats, so this is their home and we're gonna protect it. It started 4 years ago. We decided we want to produce our own food. And we thought, why not just make a community project, Community is working together, creating together, realizing that there's such a big potential if we cooperate. For us, syntropic farming is a tool to regenerate lands and also regenerate communities. People, they can change the face of an entire area that is abandoned and there is trash, and now we have 30 people that are taking care of this 6,000 square meters area. Today at the demonstration, a lot of people came and we had an amazing vibe. Over 60% of the population say climate, ecology are the most important topics for them. So I think most of the population supports the fight against climate change.
on pèse que 10% des suffrages dans l'hémicycle, mais on arrive à remporter tout un tas de petites victoires qui impactent clairement la vie des gens à travers la loi. On a besoin aussi que ces jeunes nous mettent des coups de fouet pour nous rappeler parfois que nous soyons ambitieux. Voilà. We could not explore everything, but we want to share with you the people that touched us and the voices that inspired us. More than ever, we need to take action for climate justice and to create a world more respectful towards life. We need activists.